Donc je me présente, je suis donc Julie Esmalipour, je suis chargée du pôle médiation et des projets d'éducation artistique au Centre d'art contemporain. Merci déjà pour l'invitation. Peut-être avant de vous parler de ce projet radical de couper les fluides, vous présenter un petit peu le cadre dans lequel il s'est inscrit. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran partagé? C'est bon normalement? Vous me dites si ça ne marche pas. Ouais, Donc, tout à fait, ça marche. Super, merci. Alors, le Centre d'art contemporain de Malakoff a déjà 2 sites. On a le site Maison des Arts, qui est le lieu historique d'exposition. C'est un lieu très ancien qui date du 19e siècle et qui est centre d'art depuis les années 90. Et le site La Supérette, qui est un lieu qui a été inauguré en 2019. Vous voyez, en termes d'architecture, on est vraiment à l'opposé, en bas d'un immeuble, dans un quartier de grands ensembles, et qui accueille des collectifs d'artistes en résidence. Et ça, c'est subventionné par la DRAC Île-de-France, le ministère de la Culture, et c'est le bailleur Paris Habitat qui nous loue les espaces. On est donc un centre d'art de la ville de Malakoff, donc c'est un équipement public qui, tout son fonctionnement est directement en lien avec l'administration de la fonction publique territoriale, et on dépend du trésor public. Donc voilà un peu le cadre, et également on a des subventions. On est contractualisé avec le département des Hauts-de-Seine, la région Île-de-France, qui permet de réaliser toute notre programmation. Également, on a des subventions de la DRAC Île-de-France, du ministère de la Culture, pour les résidences, et occasionnellement la métropole Grand Paris qui nous subventionne pour la nuit blanche. Donc, pour le petit cadre. Donc, le Centre d'art contemporain, on a quand même depuis de nombreuses années, avec l'impulsion de la directrice Haute-Cartier, une réflexion sur comment un centre d'art peut s'adapter aux changements sociaux et écologiques. Donc depuis 2017, elle avait mis en place déjà un verger nourricier, puisque nous avons un parc. Vous le voyez un petit peu sur la photo de la Maison des Arts, on a un petit parc tout autour. Donc on a un verger avec des arbres fruitiers qui sont nourriciers et qui permettent à n'importe qui, puisque c'est un parc public, de venir se servir. Également, comme autre changement, à l'intérieur de la Maison des Arts, on a des panneaux variateurs de lumière et non plus des spots. Et également, autre changement, pour les cimaises, on a en fait des cimaises amovibles pour créer des espaces pour les expositions et éviter toute surproduction. Donc ça, c'est des choses qui sont mises en place depuis un certain temps. En 2020-2021, on a un peu comme tout le monde subi le confinement, et notamment les lieux culturels qui étaient fermés au public, mais on pouvait continuer notre programmation, mais qui nous paraissait un petit peu inutile. Donc en début 2021, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire face à cette crise, comment on peut travailler. Et donc, on a décidé d'arrêter les expositions et d'accueillir des artistes qui étaient en grande difficulté, notamment des jeunes artistes, à venir travailler avec nous dans nos 2 espaces. Donc en situation de crise, comment finalement un centre d'art et même service public, on a pu changer nos manières de faire. À la suite de cela, on a réouvert au public, on a repris notre rythme effréné, qui est dit normal. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, mince, ça s'appelait Mobiliser, ce projet qu'on avait fait pendant le 2e confinement. On s'est dit, est-ce qu'on va repartir sur ce rythme-là, sur ces échéances qui nous paraissaient un peu absurdes? Le rapport du GIEC est sorti également. Et là, de là, Haute-Cartier a un peu commencé à émettre des discussions au sein de l'équipe sur comment on pouvait changer nos manières de faire et arrêter finalement, faire évoluer par rapport à ces problématiques sociaux et écologiques. Donc un jour, elle est arrivée et elle a dit, et si on arrêtait tout, dans le sens, et si on coupait les ordinateurs, l'électricité, qu'est-ce qui se passerait? Et donc de cette blague est née vraiment une réflexion de toute l'équipe. Donc on est 4 salariés à temps plein, une personne à mi-temps, plus des personnes en stage qui nous accompagnent. Et de cette réflexion, on a vraiment construit un projet radical qui s'appelle Couper les fluides, qui a duré 5 mois. Ce projet, donc couper les fluides, dans le sens on coupe les énergies, les fluides énergétiques, mais par cette coupure, on repense notre façon de travailler.
On reprend ce collectif, réunir des personnes autour d'un projet artistique et aussi finalement sociétal pour voir ce qui se passe. Donc, de cette réflexion, on a vraiment construit un projet puisque, évidemment, quand on dit on coupe les ordinateurs à une administration, comme vous pouvez les imaginer, ils ont un peu paniqué, ils n'ont pas compris du tout le projet, ils ont tout de suite dit mais vous n'allez pas travailler dans ce cas. Et donc là, il a fallu engager des discussions, que nos administrateurs, enfin nos supérieurs nous accompagnent dans le projet. Donc, il fallait prendre du temps de discuter, de modifier aussi le projet, de construire quelque chose ensemble pour que ça soit déjà faisable, vivable pour les salariés, pour l'équipe, et que, évidemment, en termes légaux, ça fonctionne. Donc, ça a demandé beaucoup de temps, de débat, de discussion, de convaincre finalement nos partenaires, enfin pas nos partenaires, mais nos supérieurs, de valider ce projet. Ce temps, finalement, il a été nécessaire pour nous, puisque moi, ça m'a permis, par exemple, de créer du bouche à oreille, d'en parler à mes collègues de centre d'art, à mes collègues aussi, mes partenaires de territoire, commencer vraiment à en parler pour susciter déjà une curiosité et aussi de créer des partenaires et vraiment créer finalement des alliés, des ambassadeurs et ambassadrices. Donc, pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, concrètement, couper les fluides, ça a été un projet de 5 mois qui a démarré au mois de février et qui a fini en juillet. Février, pourquoi? Puisque dans l'idée de couper les fluides, on a coupé donc le chauffage et on s'accordait 3 heures d'eau et d'électricité le matin pour nous permettre de continuer à être joignable le matin, puisqu'on est avant tout un service public, de l'eau pour remplir toutes nos bonbonnes d'eau nécessaires pour notre journée, et après, à 13h, on coupait les fluides, littéralement l'électricité, et on descendait dans nos espaces que vous voyez ici. Donc ça, c'est l'espace d'accueil. Où on travaillait toutes en collectif, avec feuilles et stylos. Et donc voilà, je vais un peu vous détailler comment on s'est organisé. Pour vous dire également qu'on a été accompagné par les augures. Donc, je ne vais pas vous les présenter, je pense que vous les connaissez très bien. Les augures, elles nous ont beaucoup aidés en amont à déjà un peu créer des outils pour permettre de rendre visible cette expérience de 5 mois. On les a vraiment invités à nous aider à créer des outils de récolte de données, de data. Également aussi à nous préparer psychologiquement à cette expérience qui finalement chamboule nos habitudes de travail et peuvent être très perturbantes au début. Également, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour faire valider ce projet, donc Haute-Quartier est passé devant les syndicats de la municipalité pour faire valider le projet. On a été également suivi par un médecin du travail. Donc tout ça, ça a été mis en place petit à petit. C'est des choses qu'on ne fait pas d'habitude quand on monte nos expositions. Voilà, donc il y a eu beaucoup de nouveautés. Donc concrètement, on a créé aussi quelques outils comme je vous disais, pour récolter les données pendant ces 5 mois. Mais on a voulu aussi vivre l'expérience. Donc on n'a pas non plus trop anticipé des choses. On a voulu se laisser du temps à vivre pour voir, en cas de problématiques, de choses qui pouvaient bloquer, comment finalement on pourrait créer de nouveaux outils ou adapter finalement ces règles du jeu qui peuvent paraître un petit peu complexes dès le départ, puisque changer une journée de 7 heures en 3 heures de fluide, ça peut paraître très complexe. Donc déjà, là, vous voyez quelques outils qu'on a mis en place dans l'espace d'accueil. Je vais vous parler vraiment de la vie du lieu et après, je vais vous parler de l'exposition qui nous accompagnait évidemment, toujours le travail des artistes chez nous. Donc, on avait pensé avec les augures à un tableau de mobilité que vous voyez à droite qui permettait à toute personne qui venait au centre d'art d'indiquer comment il et elle sont venus, d'où ils venaient et quels moyens de transport ils ont utilisés, puisqu'on sait que dans la culture, c'est un peu la première donnée qui va créer le bilan carbone. Donc ça, c'était très intéressant parce que déjà, il y avait une forme de participation.
Tous les petits post-it que vous voyez, c'est de la récupération de papier de nos collègues à la reprographie de la ville. Donc, on a vraiment tout pensé aussi en éco-conception, réfléchir à qu'est-ce qu'on achetait, qu'est-ce qu'on récupérait. Donc, vraiment, tout a été pensé d'ailleurs, majoritairement, c'est que de la récupération. Je vous parlerai des œuvres peut-être après. Donc voilà, il y avait un peu ce premier outil de ce tableau qui nous a permis à la fin de récolter toutes ces données pour la mobilité. On a également mis en place un journal de bord que vous voyez à droite. Tous les jours, je pense que chacune à notre tour, on écrivait ce qui se passait dans la vie du lieu, nos ressentis aussi, puisque en fait, les 2 premières semaines, donc on était en février, il faisait extrêmement froid, mais il faisait très beau. Donc on a eu de la chance et qu'on avait beaucoup de soleil et donc on a beaucoup travaillé dehors. Finalement, la relation avec le parc a été modifiée. Ça a été une grande surprise déjà de travailler dehors, d'être en relation finalement avec cette nature qui est autour de nous, mais auquel avant ce projet on ne faisait pas si attention que ça finalement, et aussi de rencontrer certaines communautés du parc qui vivent le parc tous les jours au quotidien, mais finalement on se rencontrait pas forcément. Donc le parc était un grand allié pour nous pendant le début en tout cas du projet. Et donc, dans ce journal de bord, on écrivait vraiment tout ce qui se passait et ce qui a permis aux augures de suivre aussi, parce qu'on se voyait une fois par mois, je crois, et elles ont pu récolter voilà, tout ce qui se passait, toutes les données. Pour le projet Couper les fluides, on s'est posé la question la question de comment faire venir du monde, comment faire en sorte que les personnes vivent l'expérience avec nous, puisque là, c'était vraiment au-delà d'aller venir voir des œuvres. Il y avait aussi une réflexion à mener collectivement sur comment une institution, un service public, un centre d'art contemporain avec ses missions propres pouvait réellement changer ses habitudes de travail et comment aussi faire allier avec toutes et tous les autoristes qu'on accompagnait, qu'on accueillait, mais également les citoyens, les citoyennes, donc les publics. Et donc pour cela, on a finalement diminué notre communication des réseaux sociaux puisqu'on n'utilisait plus nos téléphones portables. On les utilisait juste une fois pour faire une story de notre événement. Et par contre, on a créé beaucoup d'événements, de rencontres. On s'est basé sur l'être humain. Et donc, c'était énorme. On a fait un événement toutes les 2 semaines, ce qui est beaucoup pour nous. On a multiplié les invitations pour justement faire communauté et créer du collectif. Ces temps-là, on les a appelés les agoras. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une des œuvres qui nous a beaucoup accompagnés, qui nous accompagne encore, que Olivier Vadreau, architecte, designer, avait déjà créé pour d'autres lieux. Et c'est la seule pièce qu'on a fabriquée et qu'on garde, qu'on l'a passée en investissement, on l'a pendant 3 ans. Et c'est vraiment le cœur finalement de ce projet, je pense, qui nous a permis de créer ces moments de discussion, de rencontre, de se réchauffer aussi, parce que la forme circulaire, finalement, quand on est beaucoup, ça gardait toute la chaleur, les fluides des êtres humains et ça nous a beaucoup réchauffé. Donc, on a créé de nombreuses... les agoras, c'était des débats où on a invité des autoristes à discuter autour de différents sujets, autour des changements dans la culture, mais aussi des questions écologiques. À côté de cette agora, on a également on a réuni beaucoup d'ouvrages. On en a beaucoup acheté. La médiathèque de la ville nous en a beaucoup prêté. Des ouvrages qui abordaient vraiment les sujets de faire collectif, être militant, des expériences qui ont marché, qui n'ont pas marché, des livres sur la dystopie aussi. Finalement, très peu de livres sur l'art et l'écologie. Et donc, ces 200 ouvrages nous ont vraiment accompagnés, puisqu'on a décidé de les arpenter. C'est-à-dire que c'est vrai que dans beaucoup de centres d'art, on a des ouvrages, mais finalement, on se demande si on les lit vraiment. Et donc, on a décidé que tous les jeudis après-midi, c'était ouvert au public, on allait lire un livre collectivement. Donc, ça s'appelle l'arpentage, c'est issu de l'éducation populaire et ouvrière, où on découpe un ouvrage en nombre de participants et participantes. Chacun, on se donne un temps limité et on fait une restitution, donc dans l'agora, comme ici, une restitution de notre partie qu'on a compris ou pas compris. Justement, c'est l'idée de désacraliser certains ouvrages qui peuvent paraître trop savants et finalement de prendre le temps de lire un livre en une après-midi. Et donc ça, on en a fait 21, donc on s'est spécialisé aussi sur ces sujets.
Et ça a été un peu une révolution. Enfin, une révolution. Il y a d'autres centres d'art qui mettent un peu en place ce type de processus, mais révolution dans le sens où on prenait le temps de se former sur nos sujets d'exposition, nos sujets de travail, et ça, c'était important. Et d'ailleurs, j'ai fait de nombreuses visites et voire des formations sur les arpentages aux équipes de centres d'art, mais pas que. Il y a beaucoup de groupes assez étonnants qui sont venus nous rencontrer pour justement cet arpentage et de faire du commun et du collectif. Donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement joyeux et enrichissant. Je pense que vous allez comprendre, je vais continuer le déroulé du projet, mais quand on entend couper les fluides, on pense tout de suite à restriction. On coupe tout et on arrête tout. Et finalement, on voulait aussi dépasser le sujet de l'éco-anxiété et de rendre ce projet extrêmement joyeux. Et je pense que voilà, il y a eu beaucoup de réussites, il y a eu quelques évidemment ratés, mais cet aspect de rencontre humaine et notamment autour de ces arpentages était vraiment très enrichissant et joyeux. Alors autour de finalement de la vie du lieu, nous, l'expérience de salariés, on a évidemment la vie des œuvres qu'on a appelée, donc cette exposition collective où on a réuni différents autoristes qui, chacun dans leur domaine, vont aborder des sujets autour de comment faire autrement à travers l'art, comment on peut aborder l'écologie, mais aussi on ne voulait pas des œuvres qui sont simplement juste un discours. On voulait que dans la création de l'œuvre, il y avait aussi cette réflexion écologique. Donc, par exemple, ce que vous voyez à gauche, Julia Go, qui avait fait, donc c'est des céramiques en terre crue, de l'argile qui est réutilisée à chaque fois qu'elle propose cette installation, où elle va à quelques moments mettre de l'eau dans certains de ses contenants qui sont que 100% argile crue. Donc, face à l'eau à l'intérieur, l'argile fond et provoque une sorte d'inondation. Et petit à petit, l'eau sèche et laisse des traces de cette terre rouge qui, justement, aborde la question de la disparition de l'eau, aussi des contenants en plastique qui gardent cette eau, mais finalement qui polluent. Donc, ça a beaucoup suscité la curiosité et des questionnements autour de cette œuvre. Notamment, nous, l'eau, ça a été important aussi, puisqu'on s'est posé la question pour nos toilettes, qu'est-ce qu'on fait? Si on décide de couper les fluides, on utilise de l'eau potable pour toutes nos chasses d'eau, quelle alternative on peut avoir? Donc, c'était difficile pour nous de mettre des toilettes sèches dans le parc, c'était trop complexe, et puis en termes de temporalité, c'était trop court. Donc, on avait décidé de mettre un récupérateur d'eau en extérieur pour récupérer l'eau de pluie. Malheureusement, cette période-là d'hiver, il n'a absolument pas plu. Justement, on faisait beaucoup attention avec ce projet à la météo et la pluie ne venait pas. Donc, on a trouvé une alternative, c'est qu'on a rempli des énormes poubelles d'eau potable et en fait, on a demandé aux citoyens et citoyennes qui utilisaient nos toilettes de prendre un petit seau d'eau et de mettre ce dont ils avaient besoin. Et finalement, moi qui m'occupe de la médiation et des publics, on s'est beaucoup interrogé sur un établissement public qui impose de faire ça pour les toilettes. Ça peut être compliqué, ça peut poser des questions. Finalement, tout le monde a joué le jeu et ça a même enrichi l'expérience du projet. Ça a suscité justement des conversations autour de l'utilisation de l'eau dans son quotidien. Donc, ça a beaucoup fait réfléchir. À droite, vous avez le projet d'Anouk Durand-Gasselin, qui est une artiste photographe qui s'intéresse beaucoup aux arbres et notamment aux champignons. Et pour le projet, quand on lui a parlé de couper les fluides, elle a tout de suite eu cette idée à partir de déchets, comment finalement on pourrait être autosuffisant en champignons et se nourrir de ces champignons. Donc voilà, là vous avez un exemple de ballots de pleurotes qui vivent avec nous. Maintenant, on continue un peu ce travail autour des champignons et de comment s'alimenter en Île-de-France avec le projet d'Anouk. Et ça, pareil, ça a été très étonnant, mais parce que c'est une œuvre vivante qui vit avec nous, où on peut la manger également. C'est une installation, donc ça a posé aussi beaucoup de questions. Pour ce projet, vous avez entendu, je parle beaucoup de collectif et de faire ensemble. On a proposé aussi une œuvre participative. Je pense que pourquoi Copil et Fluide a fonctionné, c'est qu'il y avait pas mal d'entrées et notamment cette table à broderie du collectif Point qui proposait à chacun et chacune de laisser une trace, de broder quelque chose.
C'était une œuvre évolutive qui a été très belle puisque beaucoup de personnes ont laissé des messages d'amour ou de lutte puisqu'on était en pleine manifestation des retraites à ce moment-là. Donc, on a invité aussi pas mal de groupes, notamment étudiants, écoles d'art, à venir. Et donc, beaucoup nous ont laissé des messages en lien avec cette période. Et puis, ça nous a permis de nous réchauffer aussi. La broderie aide à se réchauffer, à penser à autre chose. Et donc, c'était un de nos outils pour nous réchauffer pendant les périodes de grand froid. Voilà, dans l'idée de se réchauffer, à droite, vous voyez l'artiste Laurent Tixador qui nous a proposé avec ses étudiants et étudiantes des Beaux-Arts de Rennes de fabriquer un four à pain et à céramique à partir de terre argileuse de Malakoff, où il y avait justement des travaux pas loin. Et donc, nos collègues de la mairie nous ont apporté un tas de terre énorme et ils ont pu nous fabriquer ces fours qui finalement ont permis aussi beaucoup de rencontres inattendues. Beaucoup de gens avaient des histoires d'enfance, de famille, pour nous parler des fours collectifs qu'il y avait dans toutes les villes à une certaine époque. Et donc, ça a créé beaucoup de liens avec des personnes qui ne venaient pas forcément au centre d'art, mais qui vivaient qui vivaient le parc comme visiteurs, visiteuses. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a continué à faire. Et ça a été vraiment une grande réussite. Et puis, on a développé pas mal d'ateliers peints aussi avec des artistes qui ont cette pratique. Voilà, je vais peut-être un petit peu passer sur d'autres œuvres. Il y avait des œuvres beaucoup plus engagées. Charlotte Charbonnel, qui est une artiste qui travaille sur les phénomènes physiques et scientifiques, nous a proposé d'écouter sans fluide évidemment, le son de la Maison des Arts avec de géants stéthoscopes et les vibrations de tous les bruits qu'il pouvait y avoir au sein de l'établissement et puis le bruit que les publics pouvaient faire aussi. Donc nous écouter nous-mêmes. C'était une proposition très, très poétique. Est-ce que j'essaye de revoir si je n'ai pas oublié des choses avant de vous parler de la conclusion de l'expérience. On a doublé, bon ça je peux mettre un petit peu les observations des augures, pour vous dire qu'on a doublé voire triplé de fréquentation pendant ce projet. Normalement, cette période-là, on accueille entre 1300 et 1500 personnes. Là, on a accueilli plus de 2300 personnes, ce qui est énorme. On a fait un grand travail, notamment de visite de groupe. Comme je vous disais, ça a beaucoup intéressé. C'est suite donc à ce temps nécessaire où on a pu créer aussi avec Aude ce fameux bouche à oreille. Les invitations qu'on a faites aussi, les autoristes, on a réuni plus d'une 60 personnes entre chercheuses, artistes qui nous ont accompagnés dans les projets ou dans les agoras, ce qui a créé vraiment une émulation et que différentes communautés ont pu venir vivre le projet. Et puis, des groupes inattendus. Le premier groupe qu'on a accueilli, c'était UCPA d'Arcueil, donc à côté de chez nous. C'était l'équipe Webmaster qui était en pleine réflexion de justement revoir leur site internet en lien avec la transition écologique et revoir aussi leur façon de faire. Et je crois que c'était les augures qui avaient parlé de nous et donc ils étaient venus nous rencontrer. Donc on avait fait une agora ensemble. Peut-être que vous aurez des questions sur les groupes qu'on a pu accueillir, mais c'était vraiment très varié. Il y a même une entreprise de Malakoff qui s'occupe des formations justement dans les entreprises et qui sont venus tester cette technique d'arpentage pour l'utiliser comme outil de cohésion d'équipe. Voilà, puis par exemple, il y a beaucoup de centres d'art évidemment qui sont venus. Nous, l'idée, c'était qu'on infiltre par ce projet, qu'on infiltre nos collègues, mais aussi les institutions. Et c'est vrai que ça a beaucoup marché. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on en parle encore aujourd'hui et ça continue avec de nombreuses invitations qu'on reçoit. Est-ce que j'essaie de réfléchir, voir si j'ai pas oublié certaines choses. Donc, dans le PowerPoint, voilà, les augures ont un peu relevé finalement des grandes idées de notre journal de bord. C'est vrai que la force aussi, c'est que on a fait adhérer aussi beaucoup de collègues à notre projet. Donc, c'est ça aussi qui a fonctionné, c'est que voilà, j'ai beaucoup de collègues en mairie, de direction qui sont venus par exemple en visite, qui ont fait des réunions d'équipe aussi au sein de l'Agora. Ce qui a permis pour elles et eux aussi de se poser des questions dans leur métier, comment ils pouvaient changer les choses, qu'est-ce qu'ils pouvaient revoir. Et d'ailleurs, suite à ça,
la direction financière a établi un budget vert dans son budget global. Donc ça, c'est une grande réussite aussi d'avoir infiltré petit à petit, voilà, posé des petites graines un peu partout. Tac, tac, tac. Oui, je regardais pour le numérique. C'est vrai qu'on a beaucoup diminué le numérique. On faisait que une newsletter et un post et on se basait beaucoup sur nos fameux ambassadeurs, ambassadrices qui participaient au projet. Bon, alors là, c'est tout petit. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un peu voilà, les différents partenaires, ce que je vous disais, et les bienfaits. Peut-être une chose, oui, ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est que donc au sein de l'équipe, certains métiers ont été complètement, ont été faits pour ce changement. Par exemple, le mien en médiation, finalement, je suis très peu devant mon ordinateur tous les jours. Donc, le fait d'être tout le temps en visite et sans finalement ces fluides énergétiques, il n'y avait pas de problème. Par contre, pour ma collègue qui était en administration et production, là, ça a posé problème. Comme je vous disais, nous sommes en régie directe et donc tout le côté administratif est numérisé. On peut, là, pour le coup, on n'a aucun moyen de changer cette façon de faire. Et vu qu'on a multiplié les rencontres avec de nombreux autoristes, il y a eu beaucoup de contrats à faire, beaucoup de paiements, puisque nous, voilà, on a une politique, on paye tout le monde, on fait des contrats, etc. Et donc, ma collègue en administration et 3 heures d'électricité seulement le matin, ça ne suffisait pas du tout pour faire ses missions correctement. Donc, on a, au bout de 2-3 semaines, réagi rapidement et on a créé un outil qui s'appelle, enfin, c'est tout simple, c'est un tableau pour compter nos heures d'ordinateur. Constater que moi, j'en utilisais très, très peu, voire quasiment pas la semaine. Et donc, on troquait. Je lui transmettais mes heures d'ordinateur pour qu'elle puisse travailler, elle, convenablement et ce dont elle avait besoin surtout. Donc voilà, il y a certaines choses, certaines missions qui n'ont pas pu être modifiables, mais voilà, juste le fait aussi de se réunir toutes ensemble sur un projet, de ne pas être aussi isolés par nos ordinateurs, ça a vraiment fait du bien à l'équipe. On se sentait mieux, on dormait mieux, même si les 2 premières semaines ont été très compliquées pour nous, où les changements d'habitude, juste ne pas prendre l'ascenseur, ne pas allumer, ça a troublé nos automatismes. Mais finalement, au bout de 2 semaines, on a vraiment changé, on s'est adapté. Il y a des choses qui ont changé même dans notre quotidien. Par exemple, on mettait plus de chauffage chez nous à cette période-là parce qu'on était tellement habitués aux températures du travail que voilà, notre corps aussi avait changé. Et ça, c'était intéressant à voir. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être qu'il y a des choses avec vos questions qui vont me revenir. Peut-être vous parlez, oui. Donc, de suite à ces 5 mois, qu'est-ce qui s'est passé après? On a pris un petit peu de temps pour nous. Donc, on a refait une exposition très classique, pour le coup, pour un peu reposer et digérer l'expérience. Et on a pris un petit peu de temps pour reconstruire vraiment collectivement la suite de Couper les fuites. Qu'est-ce qu'on fait après cette expérience? On a voulu ce temps-là pour voir si déjà on l'a bien vécu ou pas bien vécu. Ça aurait pu aussi être un échec, clairement. Et donc, on a créé ce projet qui s'appelle Un centre d'art nourricier. C'est un projet qui se déroule, donc qui a démarré en février 2024 et qui va durer 3 ans. Donc, ce qu'on a un peu tiré des conclusions de Couper les fuites, c'est le temps long, souhaitable, pour finalement penser à des projets. Donc, l'idée, c'est qu'on a souhaité que le centre d'art devienne un lieu de vie et non plus un lieu de passage où on vient juste voir une œuvre et on s'en va. Et pour que ça soit un lieu de vie, on a mis en place des espaces, notamment sur le site Maison des Arts, pour créer des espaces hospitaliers qui permettent aux personnes de rester plus longtemps, de discuter avec nous, de lire des livres, d'écouter de la musique, enfin voilà, d'avoir plusieurs entrées différentes pour rencontrer le travail des artistes. C'est ce qu'on a vu avec Couper les fluides, où il y a plusieurs personnes qui revenaient alors voir les champignons qui évoluaient, continuer à lire des livres avec nous, ou juste prendre un bouquin et aller se mettre dans le parc et continuer sa lecture. Finalement, on n'avait pas de vidéo, on n'avait que des œuvres qui pouvaient paraître, je sais pas, au premier abord qu'on pouvait juste voir 10 secondes, et finalement, les personnes prenaient du temps de voir le projet. C'est un peu la première fois aussi, en tant que médiatrice, que je n'ai
pas été obligé de justifier le travail des artistes, puisque faut imaginer que quand les personnes rentraient, ils nous voyaient toutes sur cette table de travail en train de travailler, et donc on leur expliquait tout de suite notre démarche, pourquoi on était toutes là. Normalement, il n'y a qu'une seule personne en médiation à l'accueil, et puis c'est tout. Et une fois que la démarche a été expliquée, les personnes comprenaient tout de suite. Et dès qu'on faisait un tour de l'exposition, des œuvres qu'on avait choisies, ça faisait écho finalement à tout ce qu'on venait de dire, et ça crée aussi de la discussion. Et finalement, les visiteuses avaient aussi plein de choses à nous raconter, des histoires. Ça a fait émaner beaucoup de souvenirs, puisqu'on avait aussi une œuvre d'Ayla Maekabel qui proposait des céramiques avec une cuisson très traditionnelle et un peu oubliée. Et dedans, c'était des pots en fait de fermentation, et on avait des aliments qui étaient en train de se créer petit à petit. Et donc l'idée de se nourrir aussi autrement, avec des techniques plus finalement ancestrales et traditionnelles qu'on a un peu oubliées, nous qui vivons dans des villes notamment. Voilà, ça a créé vraiment beaucoup de discussions. Et donc c'est comme ça qu'un centre d'art nourricier est né. C'est comment finalement, avec tous ces sujets qu'on a pu discuter et avoir avec les citoyens et citoyennes, voir finalement les enjeux qui étaient importants pour tout le monde, et notamment les artistes, on a créé ce projet qui est finalement un projet qui est en éco-attention, qui à la fois va faire attention et porter une réflexion sur le vivant. Quand je parle du vivant, ça va être le vivant, la biodiversité qui est autour du parc, par exemple, où on va vraiment faire des projets, des ateliers autour de ce parc nourricier, mais également et en éco-intention avec toute communauté qui peuvent être discriminées. Et donc voilà, là on est en train de... Là on a fini bientôt notre second cycle. On va entamer un troisième cycle qui propose à chaque fois des invitations d'autorisme à un sujet très précis qu'on va décortiquer pendant 5 mois. Et c'est un peu l'idée de faire école autrement. C'est dans l'idée de se former entre nous, s'auto-former, mais également par l'apport des citoyens et citoyennes qui nous accompagnent. On ne parle plus de public d'ailleurs. Donc, c'est les citoyens et citoyennes qui viennent. Elles et eux ont aussi des choses à nous transmettre. Et donc, on a créé différentes entrées, des ateliers ou des ateliers participatifs. On a créé aussi un groupe de citoyens et citoyennes pour tout ce qui pousse, ça s'appelle, où on est dans l'idée de faire un potager dans une fontaine du parc qui ne marche plus du tout, puisqu'il y a des fuites. Enfin, c'est un peu une aberration écologique. Et l'idée de ce potager, c'est un peu de faire porter une attention sur les adventices et toutes les plantes qui poussent autour de nous en ville. Et donc, pour ça, on va réunir justement, faire participer des citoyens et citoyennes du quartier pour qu'ils soient également actrices des projets du centre d'art. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, je pense que Herman. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Je me posais juste la question de, ce qui m'intéressait, c'est l'après, c'est-à-dire ce moment où vous êtes sorti de l'expérience et vous avez indiqué que du coup vous avez d'abord pris le temps pour digérer cette expérience et refait une exposition classique. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est est-ce qu'il y a des choses que vous avez vécues pendant cette expérience que vous aviez eu envie de conserver tout de suite, ou est-ce qu'il y avait un besoin de revenir à tout cet environnement que vous connaissiez d'avant, et si vous avez eu envie de garder des choses, qu'est-ce que vous avez gardé, qu'est-ce que vous avez pu garder? Voilà. Alors, déjà, donc l'exposition classique, c'est qu'il fallait qu'on ait une programmation et on ne pouvait pas anticiper ce qu'on allait vivre. Donc, c'est vrai que le retour, entre guillemets, était un peu compliqué. On a eu les vacances pour faire une pause, les vacances d'été. Mais en tout cas, ce qu'on a gardé, c'est ces lectures collectives, les arpentages. On a créé les samedis nourriciers maintenant, qui sont en fait des rencontres avec les fameuses agoras, et également ces ateliers de pratique artistique. En fait, on s'est dit que ces rencontres et de faire ces journées avec différentes entrées autour finalement du même sujet, mais faire un atelier, je sais pas, un atelier pain, et après aborder la question du politique dans le pain, par exemple. Donc cette programmation des actions culturelles finalement s'est développée autour de l'expérience Couper les fluides.
En pratico-pratique, les fluides sont venus. Le vendredi après-midi, par contre, on essaye au maximum de pas être avec nos ordinateurs, d'être vraiment tout en bas, où on fait des discussions, justement, on fait pas mal de réunions avec d'autres collègues, des équipes, des personnes, des professionnels qui veulent nous rencontrer. On les fait le vendredi après-midi, donc on a un peu gardé ce principe-là du sans fluide le vendredi après-midi. Les fameux arpentages aussi, qui là vont être mis en place pour le prochain cycle, ces temps de lecture collective. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Le compost, ça je vous en ai pas parlé, c'est vrai qu'on a un compost, on a une association de quartier qui fait fonctionner un compost dans le parc. C'est quelque chose qu'on n'utilisait pas forcément avant de couper les fluides, qu'on l'a évidemment utilisé puisqu'on mangeait en bas, voire dans le parc. Donc, c'était voilà, l'accessibilité finalement au compost était beaucoup plus simple. Et ça, maintenant, j'ai demandé qu'on ait les boîtes à compost pour qu'on les utilise. Donc, au niveau du tri de nos déchets, voilà, il y a maintenant ce système qui est mis en place et qu'on n'avait pas forcément avant. Également, bon, ça, c'est quelque chose qu'on faisait déjà en termes de éco-conception dans nos expositions. On fait ou de la récupération de matériaux, où on travaille notamment avec des œuvres qui existent déjà. Ça, c'est un travail qu'on a déjà mené depuis plusieurs années, cette politique de ne pas surproduire, recréer des nouvelles œuvres constamment, mais plutôt que nos lignes budgétaires tombent dans les notes des artistes pour qu'ils aient un vrai salaire et qu'ils soient correctement payés pendant nos expositions. Donc un peu, voilà, je pense les différentes choses. Le fait qu'on ait choisi ces 3 ans, ça a permis aussi en termes de que les espaces hospitaliers, je vous disais, donc on a une cuisine sans fluide maintenant, on a un espace un peu cabine pour écouter de la musique, on a un espace pour les enfants. Ça, ce sont des espaces qui vont pas bouger pendant 3 ans. Donc il y a une production finalement de scénographie qui ne bougera pas. Donc voilà, on a mis ce genre de choses en place. Sylvie, tu levais la main, je t'en prie, tu veux poser une question, n'hésite pas. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai activé mon micro, la caméra n'a pas l'air de partir, mais c'est pas grave. Tu as parlé du journal de bord, oui. Donc sur ce qui se passait collectivement et sur vos ressentis. Et ce qui est dans ce journal de bord, vous avez noté aussi ce qui se passait, par exemple, pour le bâtiment et pour les œuvres qui étaient sans chauffage. Alors, nous, on a de la chance, c'est que nous ne sommes pas un musée. On est un centre d'art et centre d'art veut dire expérience. Donc, on a moins de règles qu'un musée au niveau justement de la préservation des œuvres. On avait des œuvres qui ne craignaient pas les changements de température. D'ailleurs, ce qui était assez drôle avec les pots de fermentation, parce que ça s'est réchauffé très vite. On avait une période, je ne sais pas si vous vous souvenez de 2023, mais en fait, il a fait très froid, il y avait beaucoup de soleil en Île-de-France, et après, tout d'un coup, il a fait très chaud. On n'a pas eu de transition printemps. Donc, les pots de fermentation, eux, pour le coup, il y a eu... Voilà, les moucherons sont arrivés très vite. Sinon, on n'avait pas d'œuvre du tout qui craignait. Il y a une photographie, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui nous a été prêtée par le FRAC Pays de Loire, je crois. Et quand on leur a expliqué le contexte de l'exposition, ils n'ont pas souhaité nous prêter l'œuvre, puisque donc une photographie se doit d'avoir une température. Et donc, pour cela, on a fait un fac-similé. On a payé la création d'un fac-similé, donc exactement la même œuvre, une copie. Et on a demandé par contre au FRAC que quand on allait la restituer, qu'elle ne soit pas détruite, mais qu'elle soit utilisée en médiation ou pour d'autres prêts. Donc voilà, les œuvres, il n'y a pas eu de changement. Pour le bâtiment, donc on a dû garder un minimum, je crois, de 15 degrés, mais pas sûr. Mais de toute manière, on était carrément en dessous des 15 degrés, c'est sûr. Il n'y a pas eu de problématique, j'essaie de me souvenir. On a un bâtiment quand même qui est assez froid puisqu'on a une cave et tout est un peu ouvert déjà. Donc, je ne crois pas qu'il y ait eu de gros changements. En fait, le bâtiment, ce qui est assez aussi ironique et qui a beaucoup participé au projet, c'est qu'il y a pas mal de fissures, mais qui datent d'avant et qui résonnaient beaucoup. D'ailleurs, les personnes qui visitaient l'exposition, qui regardaient les œuvres, faisaient plein de liens et voyaient les fissures. Et c'est vrai qu'il n'y a que dans ce projet où on faisait attention aux fissures.
ce qui est assez drôle. Dès qu'on parle de ces sujets, le regard aussi, il est tourné autrement. Voilà ce que je peux te dire sur le bâtiment. En récoltant aussi les données énergétiques, ce qu'on ne faisait pas avant, on s'est rendu compte que la fontaine crée une fuite d'eau, puisque l'eau, vraiment, on a très peu utilisé et les chiffres étaient impressionnants. Et donc, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de canalisation enfoui. Merci. En tout cas, c'était vraiment agréable d'écouter ton témoignage. Merci. Je ne sais pas si Philippe, oui. Oui, Julien, merci. Déjà, pour travailler dans la fonction publique, je ne pensais pas qu'une telle chose puisse se faire dans un service de la fonction publique. Voilà, donc déjà, bravo pour avoir réussi à mettre en place ça. C'est très surprenant. Et bravo à ma directrice aussi, qui a fait un grand travail là-dessus pour accepter. Ouais. C'était vraiment, ça a mis beaucoup de temps, hein, ça a mis presque 1 an. Donc, ouais. Et il me semble avoir compris, donc ça s'est fait au sein d'une équipe de 5 permanents plus quelques stagiaires, c'est ça? Oui. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que c'est une équipe entièrement féminine. Il n'y a qu'un seul garçon, mais oui, et qui à mi-temps, qui s'occupe de la médiation les week-ends. Mais oui, tout à fait, on est une équipe de filles. Okay. Je ne sais pas, spontanément, est-ce que tu penses que ça a joué sur la concrétisation ou sur la façon dont ce projet s'est déroulé? Alors, je ne sais pas si la question du genre impacte, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'on est quand même toutes à nos endroits différents assez militantes. Pas forcément écologie vraiment assumée. D'ailleurs, je pense qu'avec une de mes collègues, on est venu très engagés avec le projet. On l'était peut-être moins sur ces enjeux-là. Mais c'est vrai que la force et comment on a réussi à mettre en place, c'est que tout le monde était OK, partante à vivre cette expérience. Tout le monde était partie prenante aussi. On a vraiment, et d'ailleurs, ça, on a continué d'être beaucoup plus horizontale dans la programmation. C'est-à-dire que c'est Aude Cartier, qui évidemment le directrice artistique, va émaner des sujets, mais après, même si on a des missions très propres, chacun et chacune, on participe à la programmation, on fait des invitations, on propose des choses. Et donc ça, voilà, cette cohésion d'équipe et que chacune a créé finalement couper les fluides à son endroit, c'est ça qui a fonctionné. Je sais que beaucoup de structures, d'établissements culturels, d'autres centres d'art sont dit super idées, mais moi, c'est sûr que ça ne va pas marcher parce que, par exemple, on avait accueilli le Palais de Tokyo, ils sont 100 à engager 100 personnes. Je ne pense pas que ce soit possible. Après, ce qu'on leur a dit, c'est que couper les fluides ne peut pas être reproductible à l'identique. Nous, on l'a fait parce qu'on était 5, clairement. On voulait faire on a fait une expérience micro, mais ça peut, voilà, chacun et chacune peuvent aussi se poser la question dans son centre d'art, dans son établissement culturel. Quels sont les enjeux? Où est-ce que je peux modifier des choses ou pas? Oui, donc Sylvie, par contre. Oui, Philippe. Si je peux juste poser une question. Et au sein même de l'établissement de Malakoff, est-ce que c'est un petit peu essainé sur des initiatives, des idées, des envies, ou c'est resté quand même vraiment circonscrit à votre service? Non, en fait, l'année d'après, il y a plein de budgets participatifs qui ont été lancés. Et la ville de Malakoff, c'est une ville extrêmement engagée quand même écologiquement, culturellement. Et donc là, il y a quelques mois, on a accueilli un budget participatif d'un citoyen qui voulait faire pousser du houblon. Donc ça marchait très bien avec notre idée du centre d'art nourricier. Donc non, il y a quand même pas mal de... Alors c'est pas suite à couper les fluides, je pense qu'il y a quand même un engouement. Enfin, je veux dire, il y a un public déjà acquis sur ces sujets. Et c'est vrai que la ville développe quand même beaucoup de choses à ce niveau-là. Merci. Alors, je n'ai pas vu si... J'avais vu la question de Sylvie. Est-ce que la présentation qui a... Oui, pardon, j'allais te la lire. Ah vas-y, Christophe. Il y avait une forte fréquentation, est-ce que qui avait augmenté? Est-ce que c'est toujours la même?
Alors, je ne sais pas si c'est la. Alors, ça, on est plus sur ces chiffres-là. On a eu aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a eu quand même 2 voire 3 articles de presse qui ont beaucoup déplacé des personnes. Les articles de presse, de manière, dans nos établissements, c'est la meilleure promotion. Et ça fait amener des personnes. Là, pour le coup, j'ai eu beaucoup d'individuels qui connaissaient pas le lieu, qui sont venus pas pour l'art contemporain, mais pour l'expérience. Donc ça, c'était intéressant de voir vraiment que le sujet de l'expérience et du faire autrement, en plus, couper les fluides, c'est un peu énigmatique, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a plein de personnes, notamment des personnes qui habitent pas très loin du 14e, qui sont venues nous voir, des personnes plutôt âgées, pour nous partager leur expérience de leur changement dans leur quotidien. Ça, c'était assez chouette. Donc, on est maintenant identifié pour ces sujets-là. Donc, il y a quand même plutôt des professionnels qui viennent nous voir, pas pour couper les fluides et puis pour voir la suite. Après, en public, on va dire général, un peu plus grand, non, je crois que ils étaient vraiment venus spécialement pour ce projet-là. Et voilà, il y a des personnes qui nous regardent de loin, mais on est revenu sur des chiffres un peu normaux. Vas-y, Jean, je t'en prie. Oui, oui, bonjour à tous et merci Julie de cette belle expérience. La ville de Malakoff est en pointe sur la région parisienne, sur les initiatives culturelles, écologiques, sociales, etc. Donc, est-ce que vous pensez que il y a plein de communes, par exemple à côté de Malakoff, qui, enfin, de mon sentiment, n'auraient jamais pu accéder à à une expérience comme ça. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé avec la municipalité, auquel cas, de quelle façon elle a été active ou proactive sur ce dossier, ou vous étiez vraiment très autonome? Merci. Alors, à chaque fois pour nos projets, on travaille beaucoup. Donc, il y a la direction de la communication qui nous suit, qui nous accompagne. Le service culturel, évidemment, c'est nos collègues, l'équipement fait partie des affaires culturelles. Concrètement, on était très accompagnés administrativement pour justement aider Clara, donc ma collègue à l'époque, pour les contrats, les budgets, etc. À l'aider sur cette charge de travail qui avait augmenté suite à l'augmentation de nos événements. Mais sinon, globalement, ça ne change pas d'habitude. Voilà, les services techniques nous accompagnent quand on a des demandes particulières, notamment cette terre argileuse ou d'autres matériaux dont on aurait besoin. Donc, l'accompagnement est un peu le même. Politiquement, nos élus culturels nous ont accompagnés, ont suivi, ont même participé à certaines agoras. Peu finalement se sont saisis. Je pense que l'engouement du projet s'est fait après. On a vu voilà ce qui en a découlé. On est encore invité, justement, notre élu à la culture participe aussi à plein de rencontres sur le plan national sur les sujets écologiques et culturels. Et donc, on est encore un peu un exemple et invité à présenter le projet. Donc, mais ça, c'est sûr que dans d'autres villes, je pense que ça peut plus se faire. Et on a fait aussi ce travail je vous disais, d'1 an avant, où moi, par exemple, mes collègues des centres de loisirs avec qui je collabore énormément, j'ai pris du temps à leur parler, à leur expliquer. Au début, évidemment, ils nous prennent pour des ovnis. Ils comprennent pas pourquoi on se fait autant de mal, mais en fait, quand ils sont venus vivre le projet avec nous, ils ont tout de suite compris. Et d'ailleurs, j'ai même des collègues qui ont joué le jeu, ils sont venus se déplacer. Donc l'après-midi, comme on n'était pas joignable par téléphone ni mail, je leur ai dit que s'il y a des urgences, d'ailleurs dans nos mails, dans nos signatures de mail ou sur le site internet, il y avait écrit à partir de 13h, s'il y a des urgences, voilà, vous venez nous voir. Donc aussi, on a incité au déplacement et à la rencontre humaine. Et certaines personnes ont joué le jeu. Moi, par exemple, j'allais en mairie déposer des documents alors qu'avant, c'était par mail. Et tout de suite, en fait, de se voir, de prendre 5 minutes pour se voir en tant qu'être humain, les relations ont beaucoup changé. Et c'est sûr qu'il y a eu un petit changement. Voilà, les personnes savent qui on est et viennent plus facilement. Maintenant, j'ai beaucoup de groupes, par contre, de la mairie qui viennent visiter nos expositions. Donc, il y a un engagement un peu différent.
Super, super, merci. Vous allez faire un film de l'opération? Alors, on va pas faire un film, mais normalement, on va lancer une édition justement sur toute cette expérience et le projet du Centre d'art nourricier pour l'année 25. Excellent, à diffuser largement. Merci. Merci à vous. Ah ouais, tu nous tiendras au courant hein, quand ça sort, ce Oui, livre-là. bien sûr. Trop bien. Est-ce qu'on s'approche de 21h? Est-ce qu'il y a... Ah, Gaëtane, tu veux poser une question encore? Oui. Bonsoir Julie, merci beaucoup. Ce projet, je trouve, est totalement passionnant. Et il est 21h, oui, d'accord. Je voulais justement, peut-être pour finir, que vous que vous nous donniez un peu de précision sur le centre d'art nourricier. J'ai bien compris qu'il y avait un jardin donc nourricier, donc j'imagine que c'est des fruitiers, des choses comme ça. Est-ce que les gens viennent vraiment se servir, les gens du parc? Est-ce que c'est est-ce que le four à pain j'ai compris qu'il était utilisé en atelier, mais il revient sur une fonction de commune, enfin de commun plutôt. Et le centre d'art nourricier, c'est est-ce que, c'est quoi la ligne éditoriale de... Oui, alors la ligne, donc oui, je vous confirme bien qu'il y a des habitués qui savent très bien à quelle période venir prendre les fruits. Il y a des matinées où c'est un petit peu le premier arrivé qui se sert en fruits rouges. Donc, même l'équipe ne peut pas avoir accès à ces petits fruits rouges. Mais ça, pour le verger, voilà, les habitués savent. On continue à le dire, hein, que c'est public et que ça appartient à tout le monde. Les ateliers pain, on en fait quelques-uns, effectivement, pour activer ce four. En fait, l'idée du centre d'art nourricier, c'est l'idée de se nourrir le ventre. Puisque c'est un sujet, vraiment l'alimentation, c'est un sujet qui a été relevé beaucoup dans Couper les fluides, puisqu'on avait quand même deux œuvres, voire 3, avec la question de l'eau qui était abordée, et on sentait que c'était un sujet chez les citoyens et citoyennes qui était important. Évidemment, nous, on vit en Île-de-France, on sait combien ça coûte cher de bien manger, et on travaille aussi avec pas mal d'autoristes, notamment en Île-de-France, qui ont ces doubles casquettes, qui sont à la fois artistes plasticiens, mais par exemple, nous, on travaille avec Bulle Maignan, qui est boulangère également. Et la question de l'alimentation fait partie aussi de leur pratique artistique. Et puis, quoi de mieux que la nourriture pour se réunir? Donc, ça, c'est un peu un des cœurs, un des sujets du Centre d'art nourricier, mais aussi de se nourrir intellectuellement et continuer cette démarche qu'on a initiée à Couper les fluides de se former sur des sujets précis et de développer des temps de formation, de rencontres avec différentes formes, que ce soit des ateliers de pratique, mais aussi des discussions, des lectures, voilà, différentes formes à chaque fois pour se former. Donc, c'est un peu, le Centre d'art nourricier, c'est un peu cette idée de faire école autrement et faire du commun et prendre ce temps. En fait, on essaye d'être moins horizontale avec une programmation très définie où finalement on ne laisse place aux rencontres et aux changements et aux invitations. On n'a plus de place pour ça. Là, pour le coup, d'avoir 3 ans, on a un peu ce fil conducteur qui nous permet, quand on rencontre, je ne sais pas moi, un citoyen qui nous aborde ce sujet ou un artiste ou une artiste, tout de suite, on se dit, ok, on va pouvoir l'intégrer au prochain cycle, au prochain projet. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée de se nourrir intellectuellement, le ventre, et de se former sur ces sujets, toujours en éco-attention, voilà, avec ces différentes communautés, que ça soit lié au végétal, mais aussi aux êtres animaux, vivants, enfin, humains, tout ça. Et le temps long, quoi. Oui, en fait, ça a été quelque chose qu'on a relevé et qu'on a partagé à nos collègues. Et je pense que c'est universel, je crois, et malheureusement avec notre société. Le fait d'avoir coupé ces ordinateurs, ces téléphones, c'était un bien fou, puisqu'on n'était pas sollicité par des mails ou des fameuses urgences qui ne sont pas vraiment des urgences. Et ce temps de prendre, de discuter, d'aller en profondeur sur même des choses du quotidien, on s'est dit, il nous faudrait, je ne sais pas, on devait avertir la population d'un événement, on a créé un panneau de signalétique on a bricolé, par exemple, des choses qu'on n'aurait jamais pu faire si on n'était pas sur cette période où on laissait justement notre esprit un peu libre cours à d'autres moyens de travailler. Et c'est pour ça que la notion du travail, on va l'aborder là dans notre prochain cycle, dans nos métiers. Ouais.
cette notion de redéfinir le travail quand vraiment on nous a dit que si vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'allez pas pouvoir travailler. Et on s'est dit, mince, on est quand même des professionnels de l'art contemporain et on passe pas notre temps normalement devant un ordinateur, mais avec les artistes ou avec les citoyens et citoyennes. Donc, ça nous a beaucoup questionné sur comment on voit la notion du travail et comment c'est relié tout le temps à ces ordinateurs, ces mails envoyés ou autres. À la machine. À la machine, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. En cas, c'est formidable et ça me donne envie de venir vous voir. Avec grand plaisir. Là, on va fermer samedi, mais on réouvre le 5 mars avec un nouveau projet du Centre d'art numérique, donc avec grand plaisir. Très bien. Christophe, si vous voulez. Ouais, un grand merci, Julie, parce que c'est vraiment un projet hyper inspirant. Là, nous, au Cité Culture, on se pose beaucoup la question de justement comment décarboner, comment ralentir, et franchement, c'est fou ce que vous avez fait, quoi. Vous l'avez fait, quoi. Ouais. Là, sur le travail, tu as lu, j'imagine, La paresse pour tous. Pas sûr que celui-là, on l'avait. Je vais le noter pour la prochaine. Parce que c'est la campagne présidentielle d'un économiste qui revendique des semaines de 15 heures de travail. C'est génial. Super, génial. Je le note pour notre prochain arpentage. Merci. Trop bien. D'ailleurs, il y a une suite au livre, mais il ne faut pas que j'en dise trop, parce qu'après, ça spoil, ça divulgage, tout ça, mais C'est le burn-out. Et en tout cas, si jamais vous voulez plus de précision, sur notre site internet, sur la page Couper les fluides, on a mis le rapport des augures, nous, notre retour d'expérience. Voilà, donc il y a un peu tout, ou même toutes les agoras toutes les rencontres qu'on a pu faire émettre et la liste des arpentages. Donc, tout est accessible aussi sur notre site internet. C'est la page avec le logo en haut, et il y a dossier de presse, programme du projet, préparez votre visite, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Bien. Je vais le mettre déjà je le rajouterai dans le compte rendu, parce qu'on fait un compte rendu. Super. Et puis je le rajouterai dans les liens de la vidéo une fois qu'elle sera en ligne. Bien. Merci beaucoup pour l'invitation et votre écoute. Merci Julie, c'était formidable. Merci.